J'ai découvert que mon mari me faisait surveiller par un détective privé pour planifier ses escapades. En toute sécurité, le mode s'est arrêté de tourner à la seconde précise, où j'ai réalisé que l'homme qui partageait mon lit, qui connaissait chaque parcelle de ma peau, payait un inconnu pour épier mes moindres faits et gestes. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était une stratégie chirurgicale, froide et méthodique, conçue pour m'effacer de son existence le temps d'une infidélité soigneusement chorégraphiée. Si vous écoutez ce récit, si vous ressentez ce froid glacial qui me traverse les os en ce moment même, je vous en supplie, prenez un instant. Abonnez-vous, partagez cette confession, laissez un commentaire si vous avez déjà eu ce sentiment terrifiant que votre propre vie vous échappait. Ce que je m'apprête à vous dire n'est pas une simple histoire de tromperie, c'est le portrait d'une descente aux enfers dont je ne suis pas encore certaine de ressortir vivante. Nous vivions dans cet appartement du 16e arrondissement, avec ces moulures haussmanniennes que j'avais mis des mois à faire restaurer, et ce parquet en poids de gris qui craquait toujours au même endroit, près de la fenêtre du salon. Julia et moi, c'était une évidence, ou du moins c'est ce que je me racontais chaque matin en regardant le café couler. Il était architecte, un homme de structure, de précision, quelqu'un pour qui chaque ligne devait être parfaite. Je pensais que cette rigueur s'appliquait aussi à nous, à notre couple. J'étais une femme active, responsable d'une agence de communication, je gérais des crises pour les autres, je bâtissais des images de marque, mais à la maison, je voulais juste être celle qu'il aimait. Pendant des années, j'ai cru à notre routine comme à une religion. Le rituel du vendredi soir au restaurant, les week-ends à Deauville dans la maison de famille, les discussions interminables sur l'avenir. Jamais, absolument jamais, je n'aurais soupçonné qu'il puisse y avoir une faille. Pourtant, les premiers signes y sont arrivés de manière insidieuse, presque imperceptible. Un changement dans la façon dont il posait son téléphone sur la table basse, écran vers le bas, avec une nonchalance trop travaillée. Un léger délai dans ses réponses, comme s'il devait consulter un script avant de me parler. J'attribuais cela au stress de son cabinet, à la charge de travail colossale qu'il prétendait gérer sur ce nouveau projet immobilier dans le sud de la France. Je me disais qu'il était fatigué, que les hommes, à 40 ans, traversent parfois des zones de turbulence où le silence devient leur seul refuge. Je m'en voulais même de le questionner, de devenir cette femme intrusive qui surveille, qui doute, qui traque. Je me souviens d'une soirée en particulier. C'était un mardi pluvieux, de ces pluies parisiennes qui transforment la ville en une aquarelle grise et mélancolique. Julia était censée être en réunion tardive avec des investisseurs. J'avais préparé ce dîner qu'il aimait tant, une dorade au four avec des herbes de Provence, le parfum embaumant tout l'appartement. Le temps passait, et chaque heure qui s'écoulait sans qu'il ne rentre augmentait mon inquiétude, pas par jalousie, mais par peur qu'il ne lui soit arrivé un accident sur le périphérique. Quand il est enfin rentré, à presque minuit, il avait cette odeur particulière, ce mélange de parfums bon marché très entêtant, et d'air frais presque iodé. J'ai voulu l'embrasser mais il s'est détourné prétextant une migraine atroce. Je me suis sentie ridicule. Ridicule d'avoir attendu, ridicule d'avoir allumé des bougies, ridicule d'être encore là à chercher une explication rationnelle à ce comportement qui, au fond de moi, me semblait déjà étranger. C'est cette nuit-là que j'ai commencé à noter les incohérences. Pas sur un carnet, non, mais dans ma tête. Ce journal mental qui, aujourd'hui, me sert de preuve. Il partait plus tôt le matin, il rentrait avec des excuses toujours plus structurées, plus cohérentes. Un retard dans le coulage du béton, une réunion d'urgence avec le maître d'œuvre, tout était impeccablement justifié, trop peut-être. Si seulement j'avais su que ce calme plat n'était que le prélude à une tempête d'une violence inouïe. Il y avait cet homme que j'apercevais parfois dans le reflet de la vitre de mon bureau, ou dans le café où je prenais ma pause de midi. Une silhouette banale, un homme d'une quarantaine d'années, toujours avec ce même trench coat feu gris, toujours avec ce journal à la main. Je me disais que c'était une coïncidence, que Paris est petit, que nous croisons les mêmes visages sans jamais les voir. Mais le hasard, à force de se répéter, cesse d'être une coïncidence. C'est devenu une obsession. Pourquoi cet homme était-il toujours là, à 3 pâtés de maison de chez moi? Pourquoi, lorsque je prenais un taxi pour aller voir une cliente à Boulogne, voyais-je cette même berline noire garée à 2 véhicules derrière nous? J'ai commencé à analyser mes propres habitudes, cherchant si je n'étais pas devenue paranoïaque. Je ne suis pas une femme faible. J'ai toujours su affronter les épreuves, j'ai enterré mes parents, j'ai moté ma boîte à la force du poignet, je ne me laisse pas démoter par des obres. Pourtant cette fois-ci, l'obre semblait avoir une consistance. J'ai commencé à fouiller non pas dans son téléphone, je n'ai jamais voulu devenir cette femme-là, mais dans les détails de notre vie commune. J'ai vérifié les relevés de cote, les factures de téléphone, les emplois du temps. Rien, absolument rien. Julia était trop malais ou trop bien conseillée, tout était une clinf.
c'était cette perfection qui me faisait peur. Comment un homme peut-il vivre sans commettre une seule erreur de parcours, sans laisser traîner un ticket, un nom, un soupçon de vie privée? Le choc est venu un jeudi, une journée où le ciel semblait nous tomber sur la tête. J'avais pris ma voiture pour rentrer plus tôt de l'agence, une migraine carabinée m'obligeant à quitter le bureau. En passant devant notre appartement, j'ai vu la voiture de Julien. Il n'était pas censé être là à mauvais heure. Mon premier réflexe a été la joie, celle de pouvoir partager un moment imprévu avec lui. Je me suis garée plus loin pour ne pas qu'il m'attende d'arriver. En montant les escaliers, je sentais mon cœur battre contre mes côtes, un tabouret de nervosité. J'ai ouvert la porte, m'attendant à le trouver au téléphone, en costume, travaillant sur ses plans. Le salon était vide. Mais sur le bureau, dans le coin de la pièce, il y avait une enveloppe Kraft épaisse, oubliée là, comme une bobe à retardement. Je n'aurais jamais dû ouvrir cette enveloppe. C'est le genre de choses qu'on ne fait que dans les films, le genre de décision dont on sait, dès qu'on pose les doigts sur le papier, qu'elle va marquer un point de non-retour dans notre vie. Mais je l'ai ouverte. Mes mains tremblaient tellement que le papier a failli se déchirer. À l'intérieur, il n'y avait pas de plan d'architecte, il n'y avait pas de devis, il y avait des photos de moi. Pas des photos compromettantes, mais des photos de ma vie. Moi entrant dans le café rue de la Pop. Moi sortant de la salle de sport le mercredi soir. Moi assis à la terrasse de ce restaurant où j'avais déjeuné avec une amie 2 jours plus tôt. Et sur chaque cliché, il y avait une date, une heure précise et une annotation manuscrite en bas d'une écriture qui n'était pas celle de Julien. C'était le rapport de professionnel. À côté des photos, il y avait un document, une sorte de planning détaillé. Il était écrit noir sur blanc, Madame quitte le domicile à 8h15. Retour estimé 19h00. Fenêtre d'opportunité 10h45 de liberté. J'ai cru m'étouffer. L'air de l'appartement est devenu lourd, irrespirable. Je me suis assise sur le canapé, les photos étalées devant moi comme un jeu de tarot macabre. Pourquoi me surveiller si méticuleusement? Ce n'était pas pour me protéger, il n'y avait aucune bienveillance dans cette démarche. C'était une surveillance préventive. Il s'assurait que je ne sois jamais là, que je ne puisse jamais le surprendre, que nos trajectoires ne se croisent jamais durant ces heures d'absence. Il planifiait ses escapades en utilisant ma propre routine contre moi, comme un stratège de guerre qui analyse les mouvements de l'ennemi pour contourner ses défenses. J'ai entendu le bruit d'une clé dans la serrure. Julien, il rentrait comme si de rien n'était. Le son métallique de la serrure m'a glacé le sang. Il était là, de l'autre côté de la porte. Je n'avais que quelques secondes pour réagir. Cacher les photos, faire semblant de n'avoir rien vu, mon instinct de survie a pris le dessus. J'ai glissé l'enveloppe sous le coussin du canapé et je me suis levée, essayant de lisser les traits de mon visage, de gommer cette terreur qui m'envahissait. La porte s'est ouverte. Il est apparu, l'air fatigué, le sourire un peu trop forcé qu'il arborait désormais chaque soir. Il m'a regardé et pendant une seconde, j'ai cru qu'il savait. J'ai cru qu'il voyait dans mes yeux la vérité que je venais de découvrir. Il s'est approché de moi pour m'embrasser sur le front. Son odeur était toujours là, ce mélange de parfum et d'air extérieur, mais cette fois-ci, ce n'était plus juste un détail agaçant. C'était la signature d'une trahison que je pouvais presque toucher. Il a posé sa mallette sur la table, exactement là où je m'étais assise quelques minutes auparavant. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai répondu d'une voix que je ne reconnaissais pas, une voix monocorde, vide, alors que je sentais le poids du document sous le coussin comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Il m'a parlé de ses chantiers, des difficultés rencontrées avec les entrepreneurs, de cette maison de vacances qu'il voulait absolument finaliser avant l'été. Tout ce qu'il disait était un mensonge, une structure montée de toutes pièces pour justifier ses absences, pour justifier le fait qu'il payait un inconnu pour m'observer. Je l'ai regardé, lui qui pensait me connaître par cœur, lui qui pensait avoir anticipé chacun de mes mouvements, et j'ai réalisé à quel point je ne le connaissais pas. Cet homme, cet architecte brillant, cet époux aimant, n'était qu'un étranger qui jouait une pièce de théâtre dont j'étais à la fois l'actrice principale et la victime collatérale. Il ne me considérait même plus comme son égal, mais comme une variable à gérer, un obstacle à contourner dans son jeu de dupe. La tension était telle que j'avais l'impression que les murs allaient s'écrouler sur nous. Je devais sortir de là. Je devais respirer, réfléchir, comprendre ce que je devais faire. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aller acheter du vin pour le dîner, que j'avais oublié la bouteille que nous avions prévue. Il a insisté pour m'accompagner, avec ce faux altruisme qui m'a fait m'ôter les larmes aux yeux. J'ai refusé, prétextant vouloir marcher un peu, prendre l'air. Il a fini par céder, m'embrassant une dernière fois avant de retourner à ses occupations, ces fameux plans qui n'étaient que des écrans de fumée. En sortant dans la rue, le choc de l'air frais sur mon visage m'a fait chanceler. Je n'ai pas pris la direction du caviste. J'ai commencé à marcher sans but dans les rues sobres du quartier. Mes talons claquaient sur le bitume, un bruit sec, Henry Smith, qui semblait faire écho au chaos dans ma tête.
Comment avais-je pu passer à côté de ça? Comment avais-je pu laisser ma confiance aveugle devenir ma plus grande faiblesse? C'est là, au détour d'une rue, que je l'ai vu, le type au trench coat. Il était là, adossé à un réverbère, en train de fumer une cigarette. Il ne m'a pas vu tout de suite. J'ai pris une décision irrationnelle, peut-être folle. Au lieu de fuir, je suis allé vers lui. Mon sang ne faisait que tour. Je voulais des réponses. Je voulais qu'il me dise pourquoi, pour combien, pour quel motif il vendait son âme pour surveiller une femme qui ne lui avait jamais rien fait. Quand il a levé les yeux et m'a reconnu, son expression a changé. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était de l'indifférence pure. Il a écrasé sa cigarette, m'a regardé avec un dédain qui m'a fait plus mal que n'importe quel cri. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas essayé de se justifier. Il m'a simplement dit d'une voix froide et rocailleuse « Vous devriez rentrer chez vous, madame. Votre mari paie très cher pour que vous restiez en sécurité. » Ces mots ont résonné dans le silence de la rue comme une sentence. En sécurité, il appelait ça de la sécurité. Pour lui, c'était un travail. Pour Juliet, c'était une assurance vie contre les ennuis. Pour moi, c'était une prison. Une prison invisible, où chaque geste, chaque sortie, chaque souffle était comptabilisé et rapporté. Je suis resté ploté là, incapable de bouger, alors qu'il s'éloignait dans la nuit sans un regard en arrière. Je suis rentré chez moi, cette demeure qui n'était plus que théâtre d'opération. En ouvrant la porte, j'ai entendu Juliet au téléphone dans le bureau. Sa voix était douce, caressante, une tonalité que je n'avais pas entendue depuis des mois. Il ne s'adressait pas à un client, il s'adressait à elle. Je suis resté immobile de l'entrée, incapable de bouger, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'il l'entende. C'était le moment de vérité, le moment où tout allait basculer, où le vernis allait craquer pour de bon. Je suis resté là, ploté dans l'ombre, à écouter les battements de mon propre cœur et les mots murmurés à travers la porte entr'ouverte. Il lui disait qu'il l'aimait, qu'il faisait tout pour que nous ne nous croisions jamais, que tout était prêt. Il riait un rire léger et souciant qui m'a donné envie de vomir. Toutes ces années de vie commune, toutes ces promesses, tout ce passé que nous avions bâti ensemble, tout cela venait d'être réduit en cendres par cette simple conversation. J'ai réalisé que je n'étais pas la victime d'un homme qui s'égare, mais celle d'un homme qui mène une double vie parfaitement orchestrée, sans aucune once de remords. Et le pire, c'est qu'il pensait être intouchable. Il pensait que sa surveillance, ses rapports, son planning allaient me maintenir dans l'ignorance éternelle. Il ne savait pas que le destin, ou peut-être juste la malchance pour lui, avait mis ce dossier entre mes mains. Je suis entré dans la pièce. Il a sursauté raccrochant précipitamment. Son visage, s'y serait quelques secondes plus tôt, s'est figé. Il a tenté de reprendre son masque, mais la peur dans ses yeux était indéniable. Il savait que j'avais vu quelque chose, que l'équilibre venait de rompre. Il m'a demandé ce qui n'allait pas, avec cette voix calme, presque clinique, qu'il utilisait pour me manipuler depuis tout ce temps. Je ne lui ai pas répondu. Je n'ai pas sorti les photos, je n'ai pas crié. Je suis juste allé vers lui, j'ai posé ma main sur son épaule, et j'ai senti ce frisson qui l'a parcouru. C'est à cet instant précis que j'ai compris que la guerre était déclarée. Une guerre psychologique froide, où il allait falloir être plus rapide, plus intelligente, et surtout plus impitoyable que lui. J'ai regardé cet homme, c'était connu, et pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti aucune tristesse. Juste une clarté brutale. Il croyait m'avoir observé pour mieux me contrôler, mais il m'avait, sans le vouloir, appris à voir. Il m'avait appris à anticiper, à dissimuler, à jouer selon ses propres règles. Il pensait avoir fait de moi une marionnette, il ne savait pas encore que je venais de couper les fils. La nuit qui a suivi a été une éternité de silence. Nous étions deux étrangers dans le même lit, séparés par un océan de mensonges et de secrets. Il dormait ou faisait semblant, tandis que je fixais le plafond, le cerveau en ébullition, construisant pièce par pièce ma stratégie de survie. Je ne pouvais plus être cette femme qui attend, qui croit, qui espère. Je devais devenir celle qui agit. Je n'ai pas dormi. À l'aube, quand le jour a commencé à poindre sur les toits de Paris, j'ai pris une décision irréversible. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à noter tout ce dont je me souvenais. Chaque détail, chaque date, chaque indice, tout ce que le détective avait pu noter à mon sujet, je l'ai réécrit, mais du point de vue de la cible, de la femme qui observe désormais le chasseur. Il ne se doutait de rien. Il pensait que j'étais encore celle qu'il avait cataloguée, rangée dans sa petite boîte de vie stable. Il ignorait que chaque mouvement qu'il faisait, chaque coup de fil, chaque regard, était désormais scruté par moi. Il croyait être le réalisateur, il était devenu le personnage principal de son propre piège. Quand il s'est réveillé, il était le même. Il a préparé son café, a embrassé mon épaule en passant, et est sorti pour aller au chantier. Mais cette fois je savais où il allait, je savais qui il allait voir, je savais quelle était sa prochaine étape. Et cette fois je ne serais pas à la maison à l'attendre. Je serais là dans l'ombre, à observer celui qui m'a espionné pendant si longtemps. La partie ne faisait que commencer. Et si vous pensez que c'est la fin, que je vais simplement divorcer et passer à autre chose, vous vous trompez lourdement.
Ce qui m'attend, ce qui nous attend, est bien plus sobre, plus complexe. Je n'ai pas encore fini de découvrir toute l'étendue de sa trahison. Mais une chose est certaine, il ne pourra plus jamais me regarder de la même manière. Parce que désormais, quand il regarde dans le miroir, il ne voit plus seulement un homme fidèle, il voit le reflet de sa propre fait. Le silence dans cet appartement est devenu ma meilleure arme. Je ne dis rien, je ne pose pas de questions, je continue de vivre ma vie comme si de rien n'était mais avec une intensité décuplée. Je prépare ma riposte, je rassemble les preuves, je tisse ma toile, patiemment, minutieusement. Il pense me contrôler, mais c'est moi qui dicte désormais le rythme de cette danse mortelle. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite? Vous voulez connaître le dénouement de cette histoire, savoir comment j'ai réussi à faire s'écrouler tout ce petit mode construit sur le mensonge? Restez avec moi. Ne moquez surtout pas la suite, parce que ce que j'ai découvert dans ce bureau, dans ce dossier, n'était que la partie émergée de l'iceberg. La réalité est bien plus terrifiante que ce que je pouvais imaginer, et je vous assure que personne n'est préparé à ce qui arrive. Si vous avez eu le courage de m'écouter jusqu'ici, c'est que vous savez, quelque part au fond de vous, que le danger est partout, que les gens que nous aimons le plus sont parfois ceux qui nous cachent les secrets les plus dévastateurs. Abonnez-vous, commentez, partagez cette confession. Ensemble, nous allons mettre en lumière les disciples, parce que personne ne mérite d'être une cible dans sa propre maison, personne ne mérite d'être surveillé, jugé et manipulé par celui qui a promis d'être son allié. La suite arrive. Elle est brute, elle est sans concession, et elle va vous glacer le sang autant qu'elle m'a glacé le cœur en ce matin pluvieux où j'ai en fait compris que ma vie, telle que je la connaissais, venait de s'éteindre pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus dangereux, de beaucoup plus vrai. Le jeu est ouvert. Et croyez-moi, je suis prête à tout pour reprendre le contrôle de ma propre existence, quel qu'en soit le prix. La lumière du jour qui filtrait à travers les rideaux en lait de notre chambre ne m'apportait aucune paix. Elle soulignait seulement la poussière en suspension, cette matière morte qui danse dans l'air, tout comme ces souvenirs qui ne semblaient plus avoir de consistance réelle. Julien était parti depuis 2 heures. Il avait laissé derrière lui cette odeur de café brûlé et cette aura de sérénité factice qui, autrefois, me rassurait, mais qui désormais me soulevait le cœur. J'ai attendu que le bruit de ses pas dans l'escalier s'éteigne complètement avant de me lever. Mon corps agissait presque sans que je lui donne d'ordre, guidé par une lucidité froide, presque mécanique. Je n'étais plus la femme qui pleure dans les salles de bain ou qui cherche désespérément des signes d'affection dans un regard fuyant. J'étais une machine de guerre, une intelligence froide déterminée à démanteler chaque rouage de son existence parallèle. J'ai commencé par le bureau, ce sanctuaire où il se retranchait pour ses fameux dossiers, ces plans de structure qu'il érigeait en remparts infranchissables. J'ai fouillé. Pas avec la fébrilité de celle qui crée de trouver, mais avec la précision de celle qui sait qu'elle va extraire la vérité. J'ai ouvert les tiroirs verrouillés, non pas avec délicatesse, mais avec une détermination qui ne m'appartenait plus. J'ai trouvé une seconde clé, dissimulée derrière le support d'une lampe architecturale. Un boîtier noir, neutre, sans aucune inscription. À l'intérieur, une puce, une simple petite chose de métal et de silicium, mais qui contenait, je le savais, le cœur battant de sa trahison. Lorsque je l'ai inséré dans mon ordinateur, mes mains ne tremblaient même plus. Ce qui s'est affiché sur l'écran a dépassé toutes mes craintes les plus sobres. Ce n'était pas seulement des photos. C'était un journal de bord, un historique complet de nos déplacements, de nos habitudes, et surtout, des échanges cryptés avec cet individu qui me suivait. Il ne s'agissait pas d'une simple aventure, il s'agissait d'une déconstruction. Julien payait une agence, une officine spécialisée dans l'effacement des traces, pour s'assurer que chacune de ses escapades soit couverte par un alibi architectural parfait. Mais il y avait plus. Dans un dossier caché, nommé ironiquement Projet Zéro, j'ai découvert des recherches sur des transferts de fonds, des codes offshore aux îles Caïmans, et des documents notariés concernant notre appartement du 16e. Il était en train de siphonner nos actifs, de liquider notre vie commune, pierre après pierre pour financer un départ. Un départ qui, manifestement, ne m'écluait pas. La rage n'est pas arrivée tout de suite. Elle est montée comme une marée noire, lente, inexorable, envahissant chaque cellule de mon être. Ce n'était pas de la colère, c'était une certitude glacée. Il ne m'avait pas seulement trompé, il avait anticipé ma réaction, il avait prévu mon effondrement, il avait budgété ma solitude. Il avait même, dans une note infâme, détaillé les étapes pour me faire passer pour stable auprès de notre entourage si je venais à découvrir la vérité. J'étais la cible d'une stratégie de neutralisation. J'ai passé la matinée à copier chaque fichier, à imprimer chaque transaction, à documenter son crime contre notre mariage. Chaque feuille qui sortait de l'imprimante était un clou de plus dans le cercueil de notre passé. J'avais besoin de comprendre jusqu'où il était allé. Il ne s'agissait pas seulement d'une autre femme.
Il s'agissait d'une vie entière, de futur qu'il avait déjà vendu à une autre, probablement une de ces jeunes collaboratrices qu'il feignait de dénigrer lors de nos dîners modets. L'ironie était cruelle, presque risible. Pendant que je me demandais quelle couleur choisir pour le salon, lui choisissait le montant du chèque avec lequel il achèterait son silence et sa liberté. Vers midi, j'ai entendu un bruit. Ce n'était pas lui. C'était le facteur, ou un voisin, mais ce son a déclenché une alerte dans mon esprit. Il n'était plus seulement mon mari, il était l'adversaire. Je suis descendue dans la cuisine, j'ai pris mon sac, j'ai vérifié que j'avais mes clés, mon passeport, et ce petit carnet où j'avais consigné les dates et heures de ces mensonges les plus grossiers. Je me suis regardée dans le miroir du couloir. Ce visage, ce teint un peu pâle, ces yeux qui avaient perdu leur étincelle, ce n'était plus moi. Ou peut-être était-ce en fait la vraie version de moi-même, celle qui n'avait plus besoin de l'approbation de cet homme pour exister. Je suis sortie. J'ai marché dans les rues de Paris, sans destination précise, cherchant à calmer le feu qui brûlait dans ma poitrine. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre ville. Les gens autour de moi vivaient, riaient, discutaient de banalités, et moi, je portais le poids d'une vérité qui aurait pu faire exploser n'importe quel couple de mon entourage. Je suis arrivé devant le café où, quelques jours plus tôt, j'avais affronté l'homme au trench coat. Je me suis assis à la terrasse commandant un café noir, noir comme l'avenir que Julia avait tracé pour moi. C'est là que je l'ai vu, le détective. Il ne me suivait pas, il attendait quelqu'un. Ou peut-être attendait-il que je fasse une erreur. Il était assis à une table un peu plus loin, lisant son journal comme si de rien n'était. Une idée folle, une idée risquée m'a traversé l'esprit. Si je voulais gagner, je ne pouvais pas jouer selon ses règles. Je devais effiltrer le dispositif, retourner leur propre arme contre eux. J'ai ouvert mon sac, j'ai pris un rouge à lèvres, j'ai écrit une courte phrase sur une serviette en papier. Je sais tout, le dossier est en lieu sûr. Si vous voulez garder votre licence, vous allez m'aider. Je me suis levé, je me suis dirigé vers sa table. Mes jambes étaient solides, mon cœur battait à un rythme régulier, une précision métronomique. Il a levé les yeux, surpris par mon approche. J'ai posé la serviette sur sa table sans un mot, et je suis reparti sans me retourner. J'ai senti son regard peser sur mon endosf, une pression physique presque palpable. J'avais franchi la ligne. Je n'étais plus une victime passive, j'étais devenue une menace. Quand je suis rentrée à l'appartement le soir, Julien était déjà là. Il préparait un cocktail, la musique classique jouait doucement. Il a souri en me voyant, ce sourire qu'il avait réservé à ses plus belles manœuvres de manipulation. « Tu es rentré tard, mon amour. La journée a été longue. » Sa voix était mielleuse, imprégnée de cette fausse douceur qui me donnait désormais des nausées. Je l'ai regardé fixement sans cligner des yeux. J'ai vu une infime hésitation passer dans son regard, une microseconde où sa façade a vacillé. Il a senti quelque chose. Il a senti que l'air dans la pièce avait changé. Je me suis approchée de lui, j'ai pris le verre de ses mains, j'ai bu une gorgée, puis je l'ai posé sur la table, juste à côté de l'endroit où le dossier était caché. Oui, très log, Julien, très log. J'ai vu ses muscles se tendre. Il essayait de comprendre ce que je savais, combien de temps j'avais passé à fouiller, quelles preuves j'avais récoltées. Il était comme un animal traqué qui tente de jauger la distance du chasseur. La soirée s'est déroulée dans une tension insoutenable. Nous avons dîné, nous avons parlé du quotidien, du temps qu'il faisait, des nouvelles de nos amis communs. Chaque phrase était une chorégraphie, chaque mouvement était calculé. C'était une partie d'échecs à huis clos, où chaque mot était un pion avancé, chaque silence était une défense érigée. Il essayait de me tester, de voir si j'avais changé mon comportement. Je lui rendais l'appareil, jouant la femme aimante et distraite, tout en observant chaque micro-expression sur son visage. À un moment donné, alors qu'il rangeait la vaisselle, son téléphone a vibré. Un message. Il a jeté un coup d'œil, son visage s'est crispé, une ombre est passée dans ses yeux. Il a quitté la pièce, prétextant un appel urgent. Je me suis levée, je me suis approchée de la porte entrebâillée du salon, retenant mon souffle. Il parlait bas, avec cette même tonalité caressante. « Ne t'inquiète pas, elle ne soupçonne rien. Le dossier est en sécurité, elle ne fouille jamais là-bas. Tout est prêt pour la semaine prochaine. On pourra en faire partir. » Mon mode s'est figé. La semaine prochaine, il prévoyait de partir. Il allait tout liquider et disparaître. La colère, cette fois, a pris le dessus. Une rage froide, pure, destructrice. Je suis retournée m'asseoir dans le salon, les mains serrées l'une contre l'autre pour ne pas trembler. Il est revenu quelques minutes plus tard, un masque d'imperturbabilité sur le visage. Il s'est approché de moi, a posé sa main sur ma nuque. Ce geste, qui autrefois me faisait frissonner de plaisir, était devenu une souillure. Je me suis écartée sous un prétexte futile, une excuse pour aller chercher un verre d'eau. J'ai passé la nuit à réfléchir, à élaborer ma riposte. Je ne pouvais pas agir seule. J'avais besoin d'alliés, de quelqu'un qui ne serait pas lié à son réseau de corruption. J'ai pensé à ma meilleure amie, Claire, une avocate spécialisée dans les divorces conflictuels. Elle était la seule à pouvoir m'aider à structurer ma stratégie juridique avant qu'il ne mette ses plans de fuite à exécution.
Je lui ai envoyé un message, signal codé que nous avions convenu des années auparavant. La maison est en feu, j'ai besoin de ton aide. Le lot m'ématait, il est parti plus tôt que d'habitude, une excitation fébrile dans le regard. Il ne savait pas qu'à cet instant précis je déclenchais les hostilités. J'ai appelé Claire, nous avons parlé pendant des heures. Elle a analysé chaque document que j'avais pu photographier ou copier. Son verdict a été sans appel. Si je réussissais à prouver la malversation financière, il perdait tout, non seulement son argent, mais aussi sa crédibilité professionnelle. C'était l'arme fatale. Mais Julien était un homme qui ne reculait devant rien. Alors que je pensais avoir le contrôle, j'ai découvert un autre élément, quelque chose de bien plus dangereux. Dans les échanges du détective, il y avait des photos de moi à l'intérieur de l'appartement, prises alors que je pensais être en sécurité. Il avait installé des caméras cachées, il m'observait dans mon intimité, la violation était totale. La sensation de saleté de dépossession était devenue insupportable. J'étais une prisonnière dans mon propre foyer. J'ai décidé de passer à la vitesse supérieure. J'ai contacté un expert en sécurité informatique que je connaissais via mon agence. Je devais identifier et neutraliser ces caméras sans qu'ils s'en rendent compte. Pendant 2 jours, j'ai joué la comédie parfaite. J'ai continué mes routines, j'ai souri, j'ai partagé ces dîners, tout en sachant que chaque seconde, chaque mot, était enregistré et potentiellement diffusé. C'était une agonie psychologique constante, une épreuve de force dont je ne savais pas si j'allais sortir indemne. Le jour de l'opération a été le des plus stressants de ma vie. Pendant qu'il était en réunion, j'ai fait entrer l'expert. Nous avons scanné chaque pièce, cherché chaque petit point lumineux, chaque micro-objectif dissimulé dans les objets les plus banals, le détecteur de fumée, le miroir de la salle de bain, le support de la télévision. C'était une traque dans ma propre vie. À chaque caméra trouvée, un peu plus de ma confiance en l'humanité s'effritait. C'était une insulte, une profanation de tout ce que nous avions construit. Alors que nous finissions de retirer la dernière caméra, l'expert m'a regardé avec une inquiétude palpable. « Madame, il y a quelque chose que vous devez savoir. Ces caméras ne sont pas reliées à un simple serveur local. Elles sont diffusées en direct sur un site sécurisé, une plateforme de surveillance privée. » Il a tapé quelques commandes sur son ordinateur. « Regardez, sur l'écran j'ai vu mon propre salon. » Il y avait un décalage de quelques secondes, mais c'était là. Et en haut de la page, un compteur affichait le nombre de spectateurs connectés. Il y en avait 12. 12 personnes qui observaient ma vie, mon intimité, mes moments de solitude. La nausée m'a envahi, une vague de froid insupportable. Il ne se contentait pas de m'espionner, il vendait mon intimité comme un spectacle de voyeurisme pour ses amis ou ses associés. La rage qui m'a envahi à cet instant était différente de tout ce que j'avais ressenti jusqu'ici. Ce n'était plus de la tristesse, ce n'était plus de la colère. C'était une soif de justice, une volonté de destruction totale de cet homme qui m'avait déshumanisé à ce point. J'ai compris que ma vie d'avant, celle où je pensais que nous étions un couple uni, n'avait jamais existé. J'avais partagé mon lit avec un prédateur, un être dépourvu de toute morale, capable de tout pour assouvir ses pulsions de contrôle et ses besoins financiers. J'ai fait déconnecter le flux. J'ai demandé à l'expert de laisser une boucle de vidéo enregistrée, une image fixe, pour qu'il ne se rende compte de rien avant que je ne sois prête. Il fallait que je gagne du temps. J'ai remercié l'expert, je l'ai fait sortir discrètement, et je me suis assise sur le canapé au milieu de ce salon qui désormais me semblait appartenir à un étranger. Le soir même, Julien est rentré. Il semblait radieux. Il a ouvert une bouteille de vin, a mis une musique en jazzif, celle que nous écoutions lors de nos premières années. Il s'est approché de moi, m'a caressé les cheveux. « Tu ne trouves pas que c'est une belle soirée ?» m'a-t-il demandé, avec ce sourire qui, autrefois, faisait battre mon cœur et qui, désormais, n'était qu'une grimace de mépris. J'ai pris mon verre, j'ai souri, j'ai joué le jeu une dernière fois. Oui, Julien, une soirée inoubliable. Il ignorait que chaque geste qu'il faisait était désormais enregistré par une caméra que j'avais installée, avec l'aide de l'expert, dans le lustre au-dessus de la table. La roue tournait en fait. Il allait goûter à sa propre médecine, mais à une échelle qu'il ne pouvait même pas imaginer. J'avais commencé à contacter un journaliste d'investigation, quelqu'un de confiance, spécialisé dans les scandales financiers et la vie privée. Je lui avais transmis une partie du dossier, les preuves de son système de surveillance, de ses détournements de fonds et de son trafic d'images intimes. Il ne se doutait de rien. Il pensait que le piège se refermait sur moi, alors que c'était lui qui s'enfermait dans le labyrinthe que j'avais commencé à concevoir. Je passais mes journées à feindre la normalité, à subir ses interrogatoires déguisés, à répondre à ses questions sur ma journée, tout en planifiant les dernières étapes de ma libération. L'attention était devenue mon quotidien, une compagne fidèle dans cette lutte sans merci. Puis le choc est arrivé, un événement totalement imprévu qui a tout bouleversé.
Un matin, alors que je m'apprêtais à sortir, j'ai trouvé une enveloppe déposée sous ma porte. Pas de nom, pas d'adresse, juste des photos. Des photos de moi, oui, mais pas prises par le détective. Des photos de moi avec l'expert en sécurité. Quelques me suivaient, quelques d'autres que le détective de Juliet, quelques qui surveillaient mon propre tracker. La panique m'a saisi. Qui était cette personne? Était-ce un complice de Juliet? Ou quelqu'un d'autre, un rival, une personne à qui j'avais nui par le passé sans le savoir? Le danger n'était plus seulement dans ma maison, il était à ma porte, dans chaque ombre, dans chaque reflet. La paranoïa a repris le dessus, mais d'une manière nouvelle, plus aiguë, plus sauvage. Je ne pouvais plus faire confiance à personne. Je suis rentrée dans l'appartement, j'ai fermé la porte à double tour, j'ai poussé le verrou. Je me suis adossée contre la porte, essayant de reprendre mon souffle. Julie était dans son bureau. J'ai entendu sa voix, toujours cette même tonalité, en pleine conversation. Mais cette fois, ce n'était pas un appel classique. C'était une discussion sur des chiffres, des virements, des délais. Oui, tout est prêt, au par vendredi, elle ne se doute de rien. Vendredi, c'était dans 2 jours, il n'attendait pas, il accélérait le processus. Il fallait que je fasse quelque chose tout de suite ou tout serait perdu. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Claire. C'est pour vendredi, il part vendredi. Il faut agir maintenant. Sa réponse a été brève, efficace. J'ai réuni les preuves nécessaires. Au dépose plaide demain matin auprès du procureur. Il faut perquisitionner ses bureaux et son ordinateur avant qu'il ne puisse effacer quoi que ce soit. La nuit a été un champ de bataille mental. Je n'ai pas dormi. J'ai passé chaque heure à vérifier mon sac, à m'assurer que j'avais tout, que rien ne pourrait être utilisé contre moi. Le lendemain, à l'aube, pendant qu'il était encore endormi, j'ai pris ma décision. Je ne resterai pas pour voir son arrestation. Je ne voulais pas être là quand son mode s'effondrerait. Je suis partie laissant une lettre sur la table, une lettre qui ne contenait qu'une seule phrase. Le miroir s'est brisé, Juliet. Je suis allée chez Claire. Nous avons déposé les documents, les preuves, le récit complet de ces mois d'enfer. Le procureur a été stupéfait par l'ampleur du dispositif de surveillance. Le mandat a été émis presque instantanément. Pendant que les policiers se rendaient à notre appartement, j'étais assise dans le bureau de Claire, regardant les voitures passer dans la rue. J'étais à la fois libérée et terrifiée par l'inconnu qui m'attendait. Mais ce n'était pas fini. Loin de là. Alors que nous attendions des nouvelles, le téléphone de Claire a sonné. C'était le procureur, son ton était grave, inhabituel. Il a demandé à me parler personnellement. « Madame, nous avons perquisitionné l'appartement, mais il y a problème, Julien n'est pas là. Et ce n'est pas tout. Dans le coffre-fort que nous avons ouvert, il n'y avait pas de documents, pas d'argent, rien de ce que vous aviez décrit. À la place, nous avons trouvé quelque chose de totalement inattendu, une lettre, à votre nom. » Mon cœur s'est arrêté. Une lettre pour moi. Il savait, il avait anticipé cette manœuvre aussi. Il m'avait mené en bateau depuis le début, utilisant tout ce que je croyais être des preuves pour m'attirer dans un piège bien plus vaste. La lettre m'a lu le procureur au téléphone, ne contenait que seul message. « Tu as toujours voulu savoir qui je suis vraiment. Rendez-vous au vieux phare de la Pointe de la Rase, seul. Si tu ne viens pas, la vérité sur ton agence de communication sortira dans la presse demain. » La menace était directe, violente, il savait tout. Il connaissait mes points faibles, il connaissait mes secrets les plus profonds, ce que j'avais enfoui au plus profond de ma mémoire, des secrets que même Claire ignorait. Il n'était pas seulement un mari infidèle, il était un maître manipulateur qui tenait entre ses mains non seulement mon passé, mais aussi mon avenir professionnel. Claire m'a regardée inquiète. « Ne va pas là-bas, c'est un piège, c'est de la folie. » Mais je savais qu'elle avait tort, c'était ma seule chance. C'était le seul moyen de mettre fin à ce cauchemar, de faire face à cet homme qui m'avait volé ma vie, qui avait profané mon intimité et qui, maintenant, menaçait tout ce que j'avais bâti à la force du poignet. C'était le point de non-retour. J'ai pris ma voiture. J'ai conduit pendant des heures, traversant la France, fuyant la ville, fuyant mes souvenirs, fuyant celle que j'étais devenue. Chaque kilomètre me rapprochait de ce phare, de cette confrontation que je savais inévitable, mais dont je ne connaissais pas l'issue. Le ciel était sobre, menaçant, des éclairs illuminaient l'horizon. J'étais seule, face à mon destin, face à cet homme que j'avais cru connaître et qui, en réalité, était le plus grand étranger que j'ai jamais rencontré. Je suis arrivée à la Pointe de la Rase au milieu de la nuit. Le vent soufflait avec une violence inouïe, les vagues se fracassaient contre les falaises dans un bruit assourdissant. Le phare se dressait solitaire, une sentinelle silencieuse face à l'immensité de l'océan. J'ai garé ma voiture, j'ai pris ma lampe torche et j'ai commencé à monter le sentier rocailleux. Mon cœur battait la chamade, chaque souffle était une épreuve, mais je n'ai pas hésité. Je suis arrivée au sommet, face à la porte métallique du phare. Elle était entr'ouverte. J'ai poussé la porte, une lumière tamisée émanait de l'intérieur. J'ai descendu les marches une à une avec une prudence extrême. Au fond, une pièce, une table et une chaise. Julien était assis de Endosf en train de lire un livre. Il ne s'est pas retourné quand je suis entrée. « Tu es venu » a-t-il dit, sa voix résonnant dans la pièce.
Je savais que tu viendrais, tu as toujours eu ce besoin viscéral de tout comprendre, de tout maîtriser. Il s'est retourné, son visage était calme, presque serein, mais dans ses yeux il y avait quelque chose de différent, une lueur, une folie, une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Il n'était plus l'architecte, l'homme de structure et de précision, il était devenu quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus sobre. Il a posé le livre sur la table. Tu veux savoir pourquoi je t'ai surveillé, pourquoi j'ai mis en place tout ce dispositif? Tu penses que c'était pour mon propre plaisir? Tu penses que c'était pour te contrôler? Il s'est levé, il a fait un pas vers moi. Je suis restée immobile, prête à réagir à la moindre provocation. C'était pour toi, ma chérie, pour te protéger. Tu es entourée d'ennemis, de gens qui veulent te détruire, qui veulent tout ce que tu as bâti. Je t'ai épargné, je t'ai gardé en sécurité dans cette bulle, pendant que je traitais avec les véritables menaces. J'ai pris sur moi tout le poids, toute la saleté pour que tu puisses continuer à vivre ton existence de rêve. Tu as tout gâché avec ta curiosité, avec ton besoin de tout découvrir. Ces mots étaient une insulte à mon intelligence. Il essayait encore, même ici au bout du mode, de me manipuler. Mais il y avait une vérité dans son ton, une sincérité qui me glaçait le sang. Et si pendant tout ce temps j'avais mal interprété la situation? Et si dans sa paranoïa, il avait réellement cru agir pour mon bien? La confusion m'a envahi. Mais il y avait quelque chose d'autre sur la table. Une clé USB, identique à celle que j'avais trouvée dans le bureau. C'est ce que tu cherchais, n'est-ce pas? A-t-il dit en désignant la clé. Tous les noms, tous les dossiers, toute la vérité sur ceux qui veulent ta chute. Tu veux vraiment savoir? Tu veux vraiment ouvrir cette boîte de Pandore et assumer les conséquences de ce que tu vas découvrir? J'ai regardé la clé, puis Juliet. Il y avait une tension insoutenable entre nous, une électricité qui semblait faire vibrer les murs du phare. J'ai tendu la main vers la clé, mais avant que je puisse la saisir, il a posé sa main sur la mienne. Attends, a-t-il dit d'une voix basse, presque une supplication. Si tu prends cette clé, rien ne sera plus jamais comme avant, tu ne pourras jamais revenir en arrière, ta vie telle que tu l'as toujours connue cessera d'exister. Es-tu prête à payer ce prix? La question a résonné en moi comme un glas, la vie que j'avais connue. Cette vie de mensonge, de faux semblants, de sécurité apparente, est-ce que je voulais vraiment y revenir? La réponse était non. J'ai tiré la clé, je l'ai serrée dans ma main. Je suis prête, Juliet, je suis prête à tout. Il a souri un sourire étrange, mélancolique. Alors va-t'en, cours, ils arrivent, ils savent que tu es ici, ils savent que tu as la clé. Un bruit de moteur a résonné au loin, au pied du phare. Des phares de voiture ont commencé à balayer le sentier. Julia était la lumière, laissant la pièce dans une obscurité totale. Va-t'en, a-t-il hurlé. Sauve-toi, j'ai couru. J'ai dévalé les marches, je me suis précipité vers la porte, je me suis jeté dans le vent et la tempête. Je ne savais pas ce qui m'attendait en bas, je ne savais pas qui étaient ces gens ni ce qu'ils voulaient. Tout ce que je savais, c'est que j'avais la clé. J'avais la vérité, ou du moins une partie de cette vérité qui risquait de m'anéantir. Alors que j'arrivais à ma voiture, j'ai entendu un cri déchirant, qui a semblé se perdre dans le vacarme de l'océan. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Le phare était plongé dans le noir, mais au loin, j'ai vu une silhouette se détacher sur le ciel sobre. Une silhouette qui chutait, une silhouette qui disparaissait dans le vide des falaises. La terreur m'a envahi. C'était Juliet. Il s'était jeté ou avait-il été poussé? Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus réfléchir. J'étais là, au bord de l'abîme, avec cette clé USB dans la main, et le son des voitures qui se rapprochait de plus en plus. Mon mode, venait de s'écrouler une fois de plus. Et cette fois, je ne savais pas si j'allais être capable de me relever. J'ai démarré la voiture, j'ai pris la route à toute vitesse, fuyant ce phare, fuyant ce cri, fuyant la vérité que j'avais si ardemment désirée. Je n'avais qu'une seule idée en tête, rejoindre Claire, protéger cette clé et découvrir ce qu'elle contenait. Mais alors que je conduisais, alors que la peur et l'adrénaline se mélangeaient en moi, un message est apparu sur l'écran de mon téléphone. Un numéro est connu. Un seul mot, c'est. La suite de mon récit ne dépend plus de moi. Elle dépend de la manière dont je vais affronter ce qui arrive, de la façon dont je vais utiliser cette vérité pour survivre à cet enfer que je n'ai jamais voulu, mais dans lequel je suis désormais plongé jusqu'au cou. La partie n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Et si vous voulez savoir comment je vais sortir de ce labyrinthe, comment je vais démasquer ce qui tire les ficelles de ma vie, restez avec moi. Ne me quittez pas. Parce que ce qui s'est passé au phare n'était que le début de la véritable révélation. La vérité, cette vérité que je possède désormais, est une bombe à retardement, et je compte bien m'en servir pour détruire tous ceux qui ont essayé de m'effacer. La suite, la confrontation finale, est imminente. Et je vous promets que vous ne serez pas prêts. Le silence dans la voiture était plus assourdissant que le hurlement du vent contre les vitres. Mes mains crispées sur le volant étaient si blanches qu'elles semblaient appartenir à une morte. À l'intérieur de mon sac, la petite clé USB pesait au poids mort, une masse de métal chargée de tout ce qui restait de ma vie d'avant. Juliet, sa chute, son cri, ce spectre qui hante désormais chaque battement de mon cœur.
je n'ai pas regardé dans le rétroviseur, je ne pouvais pas. Si je regardais en arrière, je devenais une statue de sel. Je ne suis plus celle qui se laisse pétrifier par le remords ou la culpabilité. La culpabilité est un luxe que les survivants n'ont pas les moyens de s'offrir. J'ai conduit jusqu'à l'aube, avalant les kilomètres dans une transe glacée. Le paysage défilait comme un film dont j'avais perdu le scénario, les champs de Bretagne laissant place aux autoroutes monotones qui mènent vers Paris. Chaque station-service était une menace, chaque regard croisé un agent potentiel de ceux qui m'observaient. J'étais devenue une proie traquée par des fantômes, mais une proie qui portait, dans la poche de son manteau, le poison capable d'abattre le prédateur. Arrivé dans la capitale, la ville semblait étrangement normale. Les gens allaient travailler, les cafés ouvraient leurs stores métalliques, le café chaud, le bruit des bus, les différences du mode. C'était cette normalité qui m'a fait vaciller. Comment le mode pouvait-il continuer à tourner alors que le socle sur lequel j'avais construit mes 10 dernières années venait de se transformer en cratère? Claire m'attendait dans son appartement. Quand elle a ouvert la porte, elle n'a pas posé de questions. Elle a vu mes yeux, mon visage marqué par la nuit sans sommeil, et elle a compris. Elle m'a fait entrer à verrouiller les 3 verrous et à tirer les rideaux. « Il est mort », a-t-elle murmuré. Sa voix était si neutre qu'elle m'a ramené à la réalité. « Il est tombé », ai-je répondu, ma propre voix étrangère à mes oreilles. J'ai sorti la clé USB et je l'ai posée sur la table basse entre nous. C'était comme déposer une arme chargée. Nous avons branché l'ordinateur. Le contenu était bien plus vaste que tout ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas seulement des preuves de détournement ou de surveillance. C'était une cartographie du pouvoir. Juliet faisait partie de réseaux, une sorte de plateforme occulte où des hommes de haut rang, des banquiers, des élus, des chefs d'entreprise s'échangeaient des informations sur leurs épouses, leurs maîtresses, leurs alliés. Ils ne se contentaient pas de troper, ils dépecent la vie de ceux qui les entouraient pour garantir leur impunité. J'ai vu des photos de moi à des réunions professionnelles, des enregistrements de mes conversations privées, des analyses psychologiques réalisées par des experts sur ma manière de réagir au stress. Ils m'avaient disséqué. Ils avaient anticipé mon divorce, mon deuil, ma faillite. J'étais un sujet d'étude, un pion sur l'échiquier de leur arrogance masculine. La nausée a disparu, remplacée par une clarté que je n'avais jamais connue. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une exultation sobre. Ils pensaient m'avoir réduite à néant, mais ils m'avaient donné les clés du royaume. Je savais désormais exactement qui appelait Juliet, qui finançait ses cotes aux Caïmans, qui donnait les ordres pour me neutraliser. J'ai parcouru les noms, des hommes influents, des piliers de la société, et là, tout en bas de la liste, mon propre nom associé à une date, élimination des actifs le 10 prochain. Le jour où il devait disparaître, j'étais censé être classé comme un dossier clos. Un accident, une disparition, un départ volontaire pour l'étranger. Ils avaient tout prévu, même ma tobe. On ne peut pas aller à la police avec ça, a dit Claire pâle. Ces gens-là possèdent le procureur, la presse, tout le système. Je les regardais, un sourire sans chaleur étirant mes lèvres. Je ne vais pas à la police, Claire, je vais au marché. Ces informations ne sont pas des preuves de justice, ce sont des monnaies d'échange. J'ai compris que ma survie ne dépendait pas de la vérité, mais du pouvoir que cette vérité me conférait. Si je dénonçais tout, je mourrais dans un accident de voiture le lendemain. Si je m'en servais, je pouvais devenir intouchable. J'ai passé les 48 heures suivantes dans une frénésie glaciale. J'ai contacté un journaliste que je savais intègre, pas le premier venu, mais quelqu'un qui, comme moi, avait tout perdu. Je n'ai pas tout donné. J'ai donné juste assez pour faire peur. Juste assez pour qu'ils sachent que l'épée de Damoclès était au-dessus de leur tête. J'ai envoyé des courriels anonymes, des copies certifiées des preuves de transaction. Je suis devenue une ombre numérique. Je n'étais plus la femme qui pleurait dans sa cuisine. J'étais le fantôme de Juliet, mais un fantôme bien plus dangereux. Puis le choc final. Un soir, alors que je pensais être en sécurité chez Claire, mon téléphone a vibré. Un appel vidéo. Le visage qui est apparu à l'écran était celui de l'homme que je redoutais le plus dans ce réseau, un homme que Juliet appelait le parrain. Il ne m'a pas menacé, il a simplement souri. « Tu as du courage, ma petite. » Juliet était un médiocre, il a laissé des traces. « Mais tu as fait une erreur. Tu crois que tu es la seule à avoir des dossiers ?» Il a fait pivoter sa caméra. Il m'a montré des images de Claire dans son cabinet, des photos de nous deux, des preuves de complicité que je n'avais jamais envisagées. Il tenait ma seule alliée en otage. À cet instant, la réalité s'est cristallisée. Il n'y avait pas de sortie, pas de justice, pas de fait heureuse. Il n'y avait que le choix de celui que je voulais sacrifier. J'ai regardé Claire. Elle me fixait terrorisée. J'ai compris que toute ma stratégie, tout mon génie froid, n'avait été qu'une illusion de contrôle de plus. Il m'avait amené exactement là où il voulait, à devoir choisir entre mon intégrité et la vie de la seule personne qui m'ait soutenu. J'ai raccroché. J'ai été le téléphone. J'ai pris le sac, le passeport, le peu d'argent liquide que j'avais retiré. J'ai regardé Claire une dernière fois. Pars, lui ai-je dit. Va chez tes parents, n'utilise plus ton téléphone, ne rentre plus chez toi, oublie-moi.
Elle a voulu protester mais j'ai vu dans ses yeux la même terreur que dans les miens. Elle est partie le cœur brisé, je suis restée seule dans cet appartement, le silence revenant comme une marée montante. J'ai ouvert la fenêtre, l'air de Paris était frais chargé d'ozone. J'ai pris la clé USB, je l'ai brisée en deux, puis je l'ai jetée par la fenêtre. Je n'ai pas besoin de preuves. La vérité, c'est que j'ai survécu. Julien est mort dans l'oubli de ses propres mensonges, et ces hommes, ces puissants, passeront le reste de leur vie à se demander ce que je sais. Je ne suis plus une victime, mais je ne suis plus la femme d'hier. Je suis une survivante qui a appris que, parfois pour sauver sa peau, il faut accepter de perdre tout ce qu'on pensait être nécessaire. Je suis sortie dans la rue, pas de bagages, juste moi, mon manteau et cette liberté terrible sans nom, sans passé, sans futur tracé par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas où je vais, peut-être vers le sud, peut-être plus loin, peu importe. Pour la première fois depuis des années, personne ne m'attend, personne ne m'observe, personne ne m'a anticipé. Je suis une ligne blanche sur une carte vierge. Je marche sans but, le pas léger presque aérien. Le soleil commence à poindre au-dessus des toits en zègue, baignant la ville d'une lumière douce et indifférente. J'expire profondément, le premier souffle d'une femme qui n'appartient plus à personne. Je ne me retourne pas. Il n'y a plus rien derrière moi, seulement le vide immense et pur. Et pour la première fois, je ne ressens plus la peur. Je ressens seulement le silence, silence immense qui m'enveloppe comme un manteau de paix. Je suis en fait à moi. Je suis le néant, je suis l'infini, et c'est la seule chose qui cote. Je m'éloigne de la foule, un visage parmi tant d'autres, est visible, libre et désespérément seul. Je marche encore, jusqu'à ce que mes pas ne soient plus qu'un écho dans le tumulte du matin. Il n'y a plus de suite, il n'y a plus que cet instant fragile et le reste de ma vie en fait à éventer. Je respire, tout est fini, tout commence. C'est le silence après la tempête, le calme plat sur l'océan après le fracas des vagues contre la roche. Une dernière respiration longue, lente, apaisée, je ferme les yeux. Le mode est là, devant moi, totalement étranger, et c'est une bénédiction. La dernière ombre s'efface, je marche, je suis en fait vivante.